À notre panel politique ce soir, on accueille Émilie Nicolas, Hugo Lavallée et Christian Dufault. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Écoutez, on ne vous a pas entendu réagir à la nouvelle vraiment qui marque la semaine, là, le décès de la reine Élisabeth II, son fils, le roi. Maintenant, il faut s'habituer, hein? On a toujours tendance à dire le prince. Le roi Charles III a prononcé son premier discours officiel aujourd'hui. Il s'inscrit, dit-il, dans la continuité. Moi, je suis très curieuse de vous entendre. Je vais commencer avec vous, Christian. C'est quoi pour vous ce lien qu'on a avec la monarchie ici au Canada et plus particulièrement au Québec et votre vision de la reine, elle était qui pour vous? Justement, vous l'avez dit, la reine, en fait, il y a 4 niveaux. C'est le personnage, c'est l'être humain, et puis il y a une espèce, unanimement, hein, de Poutine à Zelensky, tout le monde s'incline devant le personnage. C'est aussi le souverain du Royaume-Uni, et les Britanniques sont très chanceux d'avoir une monarchie. Et puis, dans les 10 prochains jours, ils vont communier, en fait, dans ce qui fait la grandeur de leur histoire, alors que ça va pas bien au Royaume-Uni. Ils sont divisés, ils sont anxieux. Au Québec, au Canada, c'est autre chose parce que c'est un archaïsme. C'est clair que pourquoi, en fait, le souverain du Canada, c'est la reine d'Angleterre. C'est vraiment un reste du passé. Et au Québec, ça reste un symbole colonial à certains égards. Donc, beaucoup de francophones pour qui, par définition, ils vont avoir une vision négative de la reine. Moi, personnellement, si vous me demandez mon opinion, oui, tout à fait. moi, je l'aimais beaucoup, la reine. Moi, je l'aimais beaucoup, la reine. Ça me fait de la peine. Elle avait de la classe, elle avait de la noblesse. Je trouve que ça fait du bien. Bon, c'est triste, une mort, mais quelque part, il y a quelque chose de positif là-dedans parce que c'est un destin accompli et c'est un professionnalisme sans faille. Pensez, Julie, juste 2 jours avant sa mort, elle a accueilli la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, pour passer les pouvoirs. Mais c'est pour Chapeau. ça que ça nous a pris tant par surprise aussi, Christian. On ne s'attendait absolument pas à sa mort comme ça, si soudainement, alors qu'elle était encore... Elle habitait encore ses fonctions il y a 2-3 jours. Oui, c'est ça. Elle n'a pas pris sa retraite. C'est un État. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Charles prenne sa retraite. Quand tu es roi, ce n'est pas une job. Tu n'as pas un fonds de pension. C'est un État. Donc, moi, chapeau, il faut s'incliner devant ça. Mais quand on est Québécois, c'est sûr que le rapport est plus complexe. Bon, mais donc vous avez quoi? Vous vivez une sorte de paradoxe à l'intérieur de vous là-dessus? Non, je parle pas les autres Québécois. Moi, personnellement, j'ai déjà parlé au panel ici avec Patrice. J'avais dit, je suis peut-être le seul francophone qui aime la reine d'Angleterre, mais je réalise qu'elle était quand même aimée par beaucoup de francophones. Mais prenez l'exemple sur ma page Facebook, moi, j'ai juste mis 2 photos. Une photo d'elle jeune, elle est toute belle, puis une photo d'elle vieille, puis j'ai mis « merci ». Là, il y a eu des réactions extrêmement méchantes. Ah oui? Qui m'ont dit, Christian Dufour, vous défendez le colonialisme, etc. Donc, ça fait partie du portrait. Émilie, votre réaction à vous? C'est intéressant parce que je pense que ce que Christian dit est tout à fait exact au sens où ça suscite des émotions très fortes, je pense, pour beaucoup de gens, le fait qu'elle soit décédée, parce que c'est la fin d'une époque. C'est comme si c'est la fin du 20e siècle, qui était déjà terminée, mais vous comprenez, je pense, elle que ce que je veux encore. dire. Elle incarnait le 20e elle a connu siècle. Churchill. Hein? Alors, je veux dire, elle a connu la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a connu toutes ces étapes et je ne sais plus combien de premiers ministres ici au Canada. C'est ça. Donc, puisqu'elle incarne, c'est un peu le dernier grand personnage politique du 20e siècle, mais en fonction des émotions, des affects, des souvenirs, de l'histoire familiale des gens, par rapport à ce qu'elle a incarné dans le 20e siècle, il y a un éventail de réactions extrêmement polarisées, je dirais, et fort, qu'on remarque un peu partout dans le monde. Ce qu'on voit ici au Canada n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la Caraïbe, ce qui se passe dans plusieurs pays africains, ce qui se passe au Pakistan, ce qui se passe en Inde. Et même ici au Canada, entre les anglophones, entre les francophones, les populations autochtones, les gens qui sont issus des pays du Commonwealth où la décolonisation a été très compliquée, il y a tout un éventail d'émotions. Puis je pense que moi, ce que je remarque depuis 24 heures, c'est que c'est très difficile de faire d'espace pour tout ça en même temps. C'est très difficile de faire de l'espace pour les gens qui sont attachés au personnage et aussi pour les gens pour qui cette institution suscite des émotions, des souvenirs très négatifs, essentiellement de la violence dans l'Empire britannique. Puis c'est comme si on est dans un clivage où soit on parle de l'un, puis on ignore complètement l'autre, ou soit on parle de l'autre, puis on ignore complètement l'un, alors que les deux font partie de la réalité. Puis si on veut raconter qu'est-ce que ça veut dire la reine pour le Canada, il faut raconter tout ça en même temps. Puis c'est normal que dans les premières heures, on soit d'abord sous le choc, essayer de comprendre ce qui se passe, puis qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir. Mais j'espère que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va pouvoir avoir cette réflexion-là sur ce que ça veut dire la monarchie, puis ce que ça veut dire l'histoire de l'Empire britannique pour le pays aussi. Mais il y a des pays de l'Empire britannique comme l'Inde et des pays africains qui ont réagi de façon très respectueuse à l'égard de la reine d'Angleterre. Je trouve qu'Émilie a une vision un peu trop négative
du rôle de la reine d'Angleterre en lien avec le colonialisme, parce que le rôle qu'elle a eu, il y a tant d'anecdotes, de moments où elle a joué un rôle positif, entre autres pour les femmes, pour les peuples qui n'étaient pas blancs. Donc, je ne dis pas que tout était parfait, mais la réaction, y compris dans les pays comme de l'Ancien Empire, là, les pays non blancs, si vous voulez, est très respectueuse et positive, me semble-t-il. Mais les réactions, elles sont nombreuses. Émilie a raison de dire à quel point l'angle par lequel on peut prendre ça, on peut se situer à toutes sortes de niveaux parce que c'est extrêmement complexe et l'époque, elle est tellement large, le spectre qu'elle a couvert est tellement grand. Parlons des réactions qu'on a vues ici. Et Hugo, je vais vous inclure dans la discussion ici. La question du drapeau ou pas en berne ici au Québec. Alors, on a vu le candidat du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, réagir très, très promptement. D'abord par un tweet où il répondait à François Legault qui annonçait son intention de mettre le drapeau en berne. M. Saint-Pierre Plamondon qui a dit que, bon, oui, il offre ses condoléances à la famille, mais il s'oppose à ce que la nation québécoise mette son drapeau en berne. M. Legault ne devrait pas traiter la reine d'Angleterre en chef d'État québécois ni donner de crédibilité à un régime colonial britannique illégitime au Québec. Il s'est un peu rétracté aujourd'hui, c'est-à-dire il dit qu'il est toujours d'accord avec ce qu'il a dit sur le fond, mais sur le moment de le dire, par contre, il admet là, que, en fait, il convient qu'il aurait pu choisir un autre moment, Hugo. Oui, c'est probablement la meilleure démonstration que c'était un peu indélicat de sa part d'y aller avec une réaction si rapide pour un geste qui, finalement, était peut-être pas si engageant non plus. Là. M. Saint-Pierre Plamondon semblait y voir un grand symbole colonial très important. Oui, ça fait partie du paysage, mais au-delà de ça, il y avait aussi une volonté de la part de l'État québécois de saluer ce départ. Les États-Unis aussi ont mis leur drapeau en berne, même s'ils sont indépendants depuis très longtemps. Et donc, effectivement, dans le moment qui a été choisi, dans la manière, alors qu'il y avait cette unanimité à vouloir quand même offrir ses condoléances au peuple britannique, ça n'a pas très, très bien paru pour M. Saint-Pierre Plamondon. On a vu immédiatement sur les réseaux sociaux beaucoup de réactions fort négatives. Donc, aujourd'hui, il a réajusté son propos, effectivement. Personne ne croyait là, que Paul Saint-Pierre Plamondon était un grand partisan de la monarchie britannique, bien sûr. Ses électeurs souverainistes ne le sont probablement pas non plus. Est-ce que c'était nécessaire là, de l'exprimer? Mais est-ce que c'est une gaffe ou pas, finalement? Bien, c'est certainement une maladresse. Là. M. Saint-Pierre Plamondon, on dit, a une très belle campagne depuis le début. Les gens apprennent à le découvrir. Il a quand même été assez habile. Peut-être qu'effectivement, c'est la première pelure de banane pour lui. Je ne pense pas, ceci dit, que ça va avoir un grand impact là, pour le reste de la campagne. Enfin, M. Legault, lui, a réagi à cette réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon. On va l'écouter. Moi, j'en reviens pas de ce que fait M. Saint-Pierre Plamondon hier. Bernard Landry, dans le temps, quand la reine-mère est morte, quand Marguerite est morte, Bernard Landry a mis le drapeau du Québec en berne. Que Paul Saint-Pierre Plamondon vienne faire de la petite politique avec la monarchie la journée du décès de la reine Élisabeth II, j'en viens pas. Christian, vous réagissez comment à ça? Ben, je trouve que M. Legault, en fait, il est mal placé pour parler des maladresses des gens, parce que cette semaine, il en a fait aussi. Mais ce que j'en pense, c'est que c'est maladroit. C'est clair. En fait, ça fait un peu mesquin, quasiment cheap. D'avoir dit ça la journée même du décès d'Élisabeth II. Je pense qu'il aurait trop pédalé. C'était pas élégant, en fait, parce que tout l'univers, en fait, s'incline devant ce personnage-là. Bon. Donc, mais je trouve qu'il ne faut pas en faire non plus une maladie, là. Dans la mesure où on ne s'en soit pas dans un débat sur la monarchie dans la campagne électorale, parce qu'il a l'air d'avoir laissé entendre ça. Donc, c'était déplacé, en fait. Oui. C'était pas noble. Et Émilie, parce qu'on sait très bien, évidemment, le positionnement politique de M. Paul Saint-Pierre Plamondon fait en sorte qu'on s'attend à ce qu'il s'oppose à la monarchie et mette ce débat en avant-plan. Ça va le servir. Mais le jour même de l'annonce du décès de la reine, de dire on ne devrait pas mettre le drapeau en berne, est-ce que vous voyez aussi comme une maladresse? Même pour les gens qui sont ici au Québec ou ailleurs au Canada, parce qu'il y en a vraiment aussi beaucoup, je pense qu'on ne réalise pas, ailleurs au Canada, qui sont intéressés à réfléchir à c'est quoi le rôle de la monarchie dans l'avenir du pays. Ça va être difficile de ne pas avoir cette conversation-là d'une manière qui va être polarisante, d'une manière qui va vraiment diviser. Il va falloir faire très attention à ces mots pour essayer de faire évoluer cette institution-là, faire évoluer la façon dont les Québécois puis les autres Canadiens ont un rapport à la monarchie sans créer quelque chose qui un ressac essentiellement. Puis je pense que
ce qu'on a vu hier, c'est que si on ne fait pas excessivement attention à la manière dont on dit les choses, Paul Saint-Pierre Plamondon, tout de suite, les réactions, ça a été qu'il a manqué de tact, qu'il a manqué d'humanité. Donc, en fait, c'est pas la bonne façon de le faire. En communiquant les choses de cette façon-là, on se trouve à se tirer dans le pied de son propre objectif. Alors que finalement, il y a plein de gens, je pense, qui, à terme, surtout parce que la figure du roi Charles ne suscitera certainement pas, je crois, la même unanimité, la même admiration, parce qu'il y a des façons non constitutionnelles dont on peut, par exemple, avoir le discours du trône qui n'est pas lu par la gouverneure générale, comme ça se fait déjà au Québec, c'est le premier ministre qui lit le discours du trône. Il y a un ensemble de choses qu'on peut faire, la place de la monarchie sur la monnaie, sans rouvrir un débat constitutionnel, mais même pour amener la population canadienne vers ça, sans que ça soit quelque chose qui crée trop d'émotions polarisantes. Il va falloir le faire avec tact. Puis ça commence le jour 1 et le jour 1, c'était hier. Oui. Christian, on sent que vous voulez réagir? Oui, Émilie a raison, ça peut être très polarisant. Le constitutionnaliste Benoît Pelletier, l'ancien ministre libéral, estimait aujourd'hui qu'on aurait probablement un référendum sur la monarchie au Canada. Bon, en tout respect pour M. Pelletier, qui a quand même une crédibilité, moi, ça m'étonnerait beaucoup. Parce que même si c'est un anachronisme, si c'est archaïque, c'est clair, là. C'est pas normal. Je ne trouve pas que ça dérange beaucoup concrètement les Canadiens et même les Québécois. Et se lancer dans un débat là-dessus, ça peut être extrêmement divisif. Je vois pas quel politicien a intérêt à se lancer là-dedans. Et c'est ouvrir aussi la boîte de Pandore, la canne constitutionnelle. Si on se met à parler de constitution, les Autochtones vont arriver, le Québec va arriver. Donc, je suis pas prophète. Ça va en parler, c'est clair. On va voir comment. Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la monarchie britannique, actuellement, elle a une image quand même assez positive, parce que la reine, chapeau, le prince Charles, son allocution aujourd'hui, c'était magistral. Donc, pour les gens, là, concrètement, là, ils vont peut-être dire c'est pas normal. Mais est-ce que ça les dérange à ce point-là? Moi, je suis pas sûr. Au Québec, même au Québec, où il y a l'aspect colonial qui reste un peu. Mais en tout cas, Hugo, il n'y avait aucun appétit de la part de M. Legault aujourd'hui d'aller jouer dans ce thème-là. Il dit, bon, le lieutenant-gouverneur va rester, tout reste, là, on touche à rien. Là. Oui, c'est un peu le sentiment que les grandes réformes institutionnelles n'ont pas la cote en ce moment. Les partis font le pari que ça n'intéresse pas vraiment les gens. Vous avez entendu M. Legault sur la question du mode de scrutin il y a quelques jours, quelques semaines. Rappelez-vous, il y a quelques années, on parlait beaucoup du Sénat, le Sénat canadien qui était entaché d'irrégularités. Thomas Mulcair avait promis de l'abolir. Finalement, cette promesse-là non plus, ça n'avait pas tenu bien longtemps. Effectivement, comme Christian le dit, on a le sentiment que finalement, ça change peut-être pas grand-chose, ça fait mal à personne et il y a d'autres priorités. C'est beaucoup le discours qu'on entend. M. Legault, au premier chef aujourd'hui, on a d'autres chats à fouetter. Même signal aussi probablement de la part des partis fédéraux. Là, on voit mal Justin Trudeau avoir beaucoup d'appétit pour une réforme constitutionnelle. Les conservateurs non plus, parce que c'est peut-être dans leur rang où il y a le plus fort attachement justement à ce symbole. On se souvient de Stephen Harper. Je ne vois pas non plus beaucoup d'appétit pour une vaste réforme sur ce sujet-là. Bon, on parlait de l'importance de bien communiquer dans une campagne électorale. Parlons de M. Legault et ce qu'il a dit aujourd'hui sur le troisième lien. Petit extrait pour nous le remettre en tête. Tant qu'à moi, il y a un besoin pour un troisième lien. Pour moi, c'est comme une évidence. Reste à décider, est-ce que c'est un pont ou un tunnel? Nous, on souhaite un tunnel. Mais si les études étaient défavorables à un tunnel, vous pourriez revenir à un projet de pont. Bien, écoutez, actuellement, là, c'est clair qu'il y a un besoin. Bon, Émilie, est-ce que vous arrivez à le suivre, là, M. Legault, là, qui nous parlait de tunnels aujourd'hui, puis de ponts soudainement, puis d'études, mais d'études pas à jour, mais qui vont sortir, mais pas avant les élections? Qu'est-ce que vous comprenez de tout ça? Moi, je ne peux pas être dans la tête de M. Legault, mais je me dis, si le projet dans sa tête est extrêmement clair, on ne se trompe pas entre pont et tunnel, normalement, si le projet est très bien défini. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de pression des autres partis et aussi, en fait, des journalistes depuis quelques jours pour que les études qu'on possède sur le troisième lien soient révélées au grand public, qu'elles soient rendues publiques. Je pense que ce qui vient de se passer va juste ajouter de la pression sur le premier ministre pour rendre ces études-là publiques parce qu'essentiellement, on nous vend un projet, on parle de entre 6 milliards, 10 milliards, c'est pas clair en fonction des différents scénarios qui sont mis, c'est beaucoup d'argent public.
On n'a rien de concret sur la table à ce stade-ci. Puis je pense que ce qui vient de se passer aujourd'hui montre à quel point il n'y a pas de concret. Donc, si le premier ministre est aussi confiant que ça, essentiellement, en ce qu'il dit, il n'y a rien à perdre à montrer les études. Et je pense que c'est là-dessus que le débat devrait se concentrer dans les prochains jours. C'est sur la transparence par rapport aux détails du projet. Mais tout ceci a beaucoup réjoui le chef du Parti conservateur, M. Duhem, Christian, aujourd'hui, parce que lui, quand on parle de pont, on le ramène à son projet, le pont qui passerait du côté de l'Est, là, avec l'île d'Orléans. Sur l'île d'Orléans, quelle horreur. Merci, c'est mon opinion personnelle. Mais c'est vrai qu'il est dur à suivre, M. Legault. Et puis, je suis très d'accord avec Émilie là-dessus. C'est que ça montre que sa tête n'est pas faite à ce point-là. Parce que si sa tête était complètement faite, il n'aurait pas dit ça. Puis moi, ça m'étonne. Moi, je pensais que sa tête était faite. Qu'on soit d'accord ou pas, je pensais que le gouvernement Legault avait fait son lit. Ce serait un troisième lien, un tunnel. Donc, il est dur à suivre un peu. Notre premier ministre, il manœuvre. C'est comme le projet GNL, là, où M. Fitzgibbon avait laissé entendre qu'il avait vu peut-être des gens pour ressusciter le projet, puis que M. Legault a dit non, il n'y en a pas question. On dirait que le gouvernement manœuvre. En tout cas, les promesses électorales ne sont pas si nettes que ça. Si on veut être un peu cynique, on dirait que ça leur donne une marge de manœuvre pour l'avenir. Mais c'est très étonnant, cette déclaration. Les dernières secondes, on va les laisser à Hugo, parce que je veux le faire participer. Il reste que 30 secondes. Hugo, on a eu quand même droit à tout un exercice de communication par la suite de la part de l'équipe de M. Legault pour essayer de rétro-pédaler puis de recentrer le message, là. Oui, effectivement. Et en fait, M. Legault, cette fois-ci, comme un peu plus tôt cette semaine sur le débat sur l'immigration, est l'artisan de son propre malheur. Il s'est un peu enfargé dans ses explications, probablement parce qu'il y a un certain nombre de failles. On nous dit, il y a des études, on ne peut pas les montrer parce qu'elles ont changé, mais en même temps, elles ne changeront pas la décision qu'on va prendre sur le fond parce que notre idée est déjà faite, mais il faut quand même refaire les études pour les mettre à jour. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on n'arrive pas à coller ensemble. C'est pas simple à dire, tout ça, comme vous venez de le dire. Là, des études qui sont essentielles, mais pas nécessaires de vous les montrer tout de suite. Là. Et c'est un débat qui prend beaucoup de place dans cette campagne électorale nationale. Je ne suis pas certain que ça fasse l'affaire de la CAQ tant que ça. Bon, bien écoutez, Émilie, Christian, Hugo, merci beaucoup d'avoir été nos panélistes de ce soir. Ça fait grand plaisir. Merci. Merci, bonne fin de semaine. Bonne soirée.